le délai pris à cause de l'accident qui vient de se produire. Nous avons commencé avec un petit peu de retard. Donc, vous ne nous en excusez, pardon. Je vais faire une introduction qui sera à peu près une dizaine de minutes, c'est-à-dire la moitié que j'avais prévu, non pas pour rattraper les 10 minutes de retard que nous avons, mais tout simplement parce que vous avez 10 minutes dans le programme, ce que j'ignore. Donc, inutile que je répète des informations que vous avez déjà, notamment sur les œuvres et sur les compositeurs. En fait, je voudrais aussi remercier bien sûr le Centre Tchèque de nous accueillir comme d'habitude. Je veux dire que ces programmes liés à l'histoire de l'Holocauste et à la musique des compositeurs qui ont été victimes du nazisme. Merci à Ulrike Kopp, l'organisatrice. Merci aux Swiss Chamber Players, dont on attend dans 10 minutes avec impatience le concert. Ma seule, finalement, c'est une sorte de réflexion que je voudrais faire avec vous sur la notion de commémoration. Alors c'est un concert commémoratif. On commémore quoi? On commémore les 70 ans de la fin de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, les 70 ans de la libération d'Auschwitz, ou de la libération des camps, dans lesquels ces compositeurs sont, deux de ces compositeurs, en tout cas, puisque les taux mentionnent pas ça, deux de ces compositeurs ont disparu. Le scandale récent lié à l'affaire du Tillet me fait penser de plus en plus que la notion de commémoration est non seulement un genre nécessaire, mais que c'est un genre aussi difficile. Difficile face à l'ignorance. D'autant plus difficile que la classe politique, qui est censée représenter justement un minimum de culture, un minimum de connaissances, n'est pas capable, aujourd'hui encore, 70 ans après, de faire le tri entre vraies et fausses informations, n'est pas capable non plus de gérer tout simplement une affaire comme l'affaire du Code, aussi simple que l'affaire du Tillet, qui ne posait ni problème moral, ni problème politique, sauf à vouloir en créer du particulier. Le problème, c'est que c'est une chose que l'on retrouve aussi dans cette notion de commémoration. Un concert commémoratif, ça n'est jamais, et croyez-moi, je parle vraiment d'expérience, ça fait 15 ans que j'en organise, ça n'est jamais une chose évidente. C'est pas une chose évidente parce que, et je ne doute pas ici, vous allez me comprendre, vous, public du Centre Tchèque, parce que vous êtes des gens qui venaient ici justement pour la musique, et parce qu'aussi ce concert est fort bien organisé dans ce sens-là. Il présente deux compositeurs qui sont victimes des nazistes, mais il présente aussi le 15e quatuor de Beethoven, donc c'est un projet musical. Mais au moment où on veut faire un concert commémoratif qui mélange à la fois la cérémonie, le côté mémoriel, et parfois le côté compassionnel, et puis le côté musical, on se heurte assez souvent à un problème de décalage dans les publics. C'est-à-dire qu'une partie dans le public, vous avez des gens qui viennent écouter le concert, on avait d'autres qui viennent participer à une cérémonie. Et c'est toujours porteur d'ambigu, surtout à nouveau quand ces concerts, les programmes de ces concerts portent à confusion. Et je veux parler là-dessus de la chose très simple, qui est la chose suivante. Nous parlons aujourd'hui déjà de deux compositeurs qui sont morts dans des camps de concentration, mais dans des conditions qui sont déjà différentes l'un de l'autre. L'un relève d'une victime directe de la politique de l'Holocauste, et donc de l'élimination des Juifs européens décidés par les nazis. C'est évidemment Gideon Klein, 25 ans, un compositeur en devenir complètement, élève de Harvard, qui passe au fond les 4 dernières années, ou les 3 dernières années de sa vie à Theresienstadt, où il manifeste de façon, tous les témoignages concordent là-dessus, c'était une personnalité complètement ouverte, très vivante, très ouverte aux autres, très éclairante, qui avait été capable non seulement de composer, mais aussi d'être pianiste. Il a participé pendant la longueur de tout son séjour à la vie culturelle du camp, qui avait été mise en place sous le nom un peu paradoxal de Freizeitgestaltung, donc la politique du temps libre, l'organisation du temps libre, comme si on pouvait avoir du temps libre dans un camp de concentration, dans un ghetto plus précisément, puisque Theresienstadt avant tout est un ghetto, même si c'est un ghetto vitrine, un ghetto de propagande. Et cette personnalité
laisse un catalogue d'une quinzaine d'œuvres, c'est très peu. Cette œuvre est la dernière, puisqu'il a été déporté à Auschwitz 9 jours après l'avoir composé. Il a été déporté le 16 octobre 1944, faites-le du compte, le 17, le 7, pardon, vous voyez, je ne suis pas capable de faire un compte correct de 9 jours, c'est pas grave. Et il meurt comme victime du travail forcé. Il est non pas dirigé comme les autres compositeurs et les principaux autres acteurs de la vie musicale de Theresienstadt vers les chambres à gaz, comme Kuhlmann, comme Pavel Haas, comme Hans Krasser, mais il est dirigé, lui, vers Fürstengrube. Fürstengrube, c'est une mine, c'est un camp détaché d'Auschwitz, et à une vingtaine de kilomètres d'Auschwitz, et il meurt tout simplement de l'exploitation maximale que les navires faisaient des travailleurs, des gens qui travaillaient là-bas. Donc c'est évidemment une victime directe de l'Holocauste, parce que c'est comme juif qu'il avait été interné, c'est comme juif qu'il a été déporté, et c'est parce qu'il était juif qu'il est mort. Ça c'est clair. L'histoire de Schulhof, parce que l'histoire de Schulhof est totalement différente. Et elle est une nuance de la chose. Il était à la fois juif et communiste. Mais curieusement, c'est pas parce qu'il était juif qu'il a été interné, c'est parce qu'il était citoyen soviétique. Et ça nous donne déjà Il est clair que si les nazis, au moment où ils l'ont interrogé, avaient repéré exactement qui il était, il aurait fort probablement été déporté sur Theresienstadt. Je ne peux pas dire du tout qu'il y a des différences, qu'il n'est pas une victime de l'Holocauste. Il en est une, à un titre un peu différent, simplement techniquement, si je puis dire, historiquement, que Klein, mais il est aussi, les communistes font partie des gens que les nazis exécutent et que les nazis torturent, et que ce sont même les premières victimes à l'époque de l'arrivée du nazisme, puisque les camps de prisonniers politiques datent de l'été 1933, donc ils se situent dans une perspective un peu différente. L'histoire est quand même extraordinaire, d'ailleurs, de quelqu'un qui, dans les années 30, passe du socialisme au communisme, cherche à devenir citoyen soviétique pour échapper justement à la NAS, arrive à l'obtenir. Il est citoyen soviétique le 26 avril 1941, mais il n'a pas de visa. Et le visa, il le recevra le 13 juin, pour lui et pour sa famille, et le 22 juin, les Allemands rentrent en Union soviétique, envahissent l'Union soviétique. Et donc, il est arrêté, il n'a pas le temps de partir, il a organisé son départ, et il est arrêté le lendemain, c'est-à-dire le 23 juin. C'est quand même un coup du destin absolument incroyable. Il est déporté en fait à Wulzbourg, qui n'est pas un camp de concentration traditionnel, c'est une prison en fait, et c'est notamment une prison où avait été interné Charles de Gaulle en 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale, lorsqu'il était prisonnier lui-même, prisonnier de guerre des Allemands, et prisonnier de polar. Donc déjà des éléments factuels qui obligent à réfléchir. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Klein et Schulhof, je le répète, sont sans conteste des victimes du nazisme, de par leurs origines juives, etc. C'est clair. Mais on parle de prisonniers de guerre, par exemple, et je vois très souvent des concerts qui sont justement qui sont vraiment à ce moment-là pour moi problématiques, quand ils s'intègrent soi-disant dans une politique de commémoration. Ce sont des concerts où on rencontre des gens comme Klein et Schulhof, ou Kuhlmann et Krasser, et on rencontre Olivier Messiaen, par exemple. Non pas que j'ai quelque chose contre Olivier Messiaen, c'est pas la question. Olivier Messiaen a été interné effectivement dans un stalag à Görlitz entre 1940 et 1941. Il était prisonnier de guerre, c'est-à-dire qu'il était dans un cadre juridique auquel tous les combattants participaient, qui était celui de la Convention de Genève sur les prisonniers de guerre de 1928. Et donc, mélanger, me semble-t-il, dans un même programme, sous le même titre de victime du nazisme, me semble une chose abusive. Et ce n'est pas seulement un abus de langage, c'est un abus même de droit. Dans la mesure où, dans un cas, vous avez un cadre juridique précis, qui fait penser que, finalement, la guerre, c'est la guerre, elle a des conséquences pour tout le monde, et
être prisonnier de guerre, c'est dans la logique de la guerre même. Donc, voilà. Alors que je considère, si vous voulez, qu'il relève vraiment de la commémoration de la libération des camps, ceux qui ont subi la violence injuste, la violence illégale, illégitime, qui est celle que les nazis ont mise en place et appliquée sur l'Europe entière, l'Allemagne tout d'abord, et ensuite l'Europe occupée. Et on voit donc que la vérité, elle est dans le détail. En négligeant ces détails, on est dangereusement révisionniste, dans une certaine mesure. Et c'est au fond toute la réflexion que je me faisais et que je voulais partager avec vous, parce que l'affaire du Tilleux est exactement de la même essence. Et elle nous concerne, nous, directement, non pas seulement en tant que personne, que citoyens qui évoquons le passé, mais aussi en tant que citoyens qui vivons dans un présent où on est encore capable de faire ce genre d'amalgame tout à fait dangereux et pernicieux. Sous les pires des prétextes, en plus. Il suffit d'avoir lu les excuses des personnes concernées pour voir de quelle aune elles étaient. Voilà en fait cette réflexion que je voulais faire avec vous. Je trouve que justement le programme que vous entendez ce soir est aussi, alors c'est un des autres aspects, je vais passer rapidement, mais je voudrais quand même vous le dire. Nous avons, au Forum Voix Étouffées, donc ça fait 15 ans qu'on organise des concerts, beaucoup dans ce cadre, merci mille fois, je le répète, parce que vous nous avez vraiment permis d'avoir une sorte de saison permanente ici à Paris, et on a pu faire comme ça justement découvrir non seulement des œuvres qui n'étaient pas suspectes, mais des œuvres qui en revanche relevaient des conséquences, ou de l'évaluation des conséquences des politiques autoritaires, des régimes autoritaires européens, puisqu'on a joué aussi du Kelemen ici, dans ces murs, pour parler justement de compositeurs tchèques qui avaient été victimes du printemps de Prague et donc de l'invasion soviétique et donc au fond du totalitarisme soviétique, comme d'autres temps, d'autres citoyens tchèques, qu'on évoquait tout à l'heure, ont été victimes du nazisme et de l'antisémitisme. Donc, des concerts, nous avons choisi, nous, une politique qui consistait, parce que la masse d'œuvres de ces compositeurs est considérable. On a joué du Max ici, si la mémoire est bonne. On a joué du Simwax. On a joué plein de choses, plein de compositeurs. Le problème, c'est qu'il y en a tellement à découvrir, et que non seulement il y en a tellement, mais il y en a tellement dont les œuvres sont formidables, qu'on aimerait en présenter un maximum. Il y a donc deux stratégies. Soit on fait des concerts justement avec 4, 5, 6 noms inconnus, 6 œuvres inconnues, c'est pas facile, je vous le garantis. Parce que ces compositeurs subissent actuellement ce que j'appelle la double peine. Non seulement ils sont inconnus, mais en plus ils sont du XXe siècle. Et comme vous savez que le public a encore parfois il y a encore des gens qui imaginent que Picasso est un peintre contemporain, eh bien, des gens qui sont nés il y a plus d'un siècle passent encore pour des compositeurs contemporains et furieusement modernes. Donc, en fait, ils sont frappés à double titre à ce point de vue-là, parce que c'est une sorte de repoussoir, je le constate assez souvent, une sorte de repoussoir. Et l'autre élément stratégique est de faire comme ce soir. Vous allez entendre deux chefs-d'œuvre, dans des genres mais totalement différents. Le Schulhof est vraiment le Schulhof des bars, des nuits nocturnes, des nuits de Prague, des nuits de Berlin, des nuits d'Ada. Et le Klein est une œuvre funèbre, de circonstance, si je peux dire. Mais tout ça va être transcendé par cet immense et magnifique quatuor de Beethoven, qui non seulement joue une sorte d'appel au public, parce que c'est une œuvre qu'on joue finalement assez rarement, tellement complexe, mais qui, je pense aussi, va permettre de replacer une perspective culturelle qui est la suivante. Ces compositeurs, nous les jouons non pas parce qu'ils sont victimes du nazisme, mais parce que c'était des musiciens extraordinaires. Et c'est aussi à ça qu'il faut en venir. Il faut, quand on pratique ce genre de sport, si je puis dire, de réhabilitation de compositeurs disparus et disparus à cause d'un régime politique, il ne faut choisir que les meilleurs. Sinon, c'est se tirer une balle dans le pied.
Parce qu'on pense qu'il y aura toujours des gens, et ça existe toujours, qui penseront que s'ils ont disparu, c'était bien une raison. Oui.